Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et ailleurs, et ce grâce bien sûr à notre politologue et docteur en sciences politiques Georges Calixte. Bonjour Georges. Bonjour Marius, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair TV. Depuis lundi, un mouvement social a débuté sur l'archipel à l'initiative du LKP. Les manifestants dénoncent l'obligation vaccinale, mais aussi des problématiques sociales, économiques ou encore environnementales. Nous faisons le point avec vous dans un instant. Plusieurs barrages érigés sur des points stratégiques de l'île, de vives tensions entre manifestants et forces de l'ordre. La Guadeloupe est le théâtre depuis lundi de mouvements de protestation contre l'obligation vaccinale ou encore des suspensions de contrats. La grève illimitée et générale lancée par le LKP fait planer la menace d'un blocage total. Une mobilisation de grande ampleur façon 2009 est-elle encore possible en Guadeloupe? C'est vrai que ce qui surprend, c'est l'ampleur des perturbations et aussi bien sur le réseau routier que dans le système hospitalier, mais la faiblesse quantitative des différents acteurs qui s'engagent et qui se mobilisent. Il faut donc essayer de comprendre qu'est-ce qui différencie le mouvement actuel de celui qui est intervenu en 2009. Et là, il nous faut rentrer dans une analyse théorique. Et j'invite d'ailleurs les téléspectateurs d'Éclair TV à lire un excellent article qui s'intitule « Mouvements sociaux, organisation et stratégie » qui est apparu dans la revue française de gestion en août 2011 et qui dit « Quand on analyse un mouvement social, quelle que soit son ampleur, il y a deux approches. Soit l'approche utilitariste, à savoir que le mouvement social regroupe une communauté d'acteurs qui ont des intérêts communs, soit, mais c'est l'approche classique, soit une approche beaucoup plus sociologique qui tient compte d'autres dimensions telles que les croyances ou alors des revendications catégorielles. Et quand on fait l'analyse par rapport à 2009, que constate-t-on? En 2009, nos habitudes consommatoires, le fait que nous ayons été formatés pour la consommation, trouvaient une tendance transversale autour de la problématique des 200 €. C'est-à-dire que les consommateurs que nous sommes, dès lors qu'il y avait 200 € tout de suite et pour tout le monde, il y a eu une mobilisation très large, plusieurs dizaines de milliers de consommateurs, ou en tout cas d'acteurs qui sont descendus dans la rue. Le but était que chacun puisse voir ses moyens de consommation augmenter de 200 €. Or, tel n'a pas été le cas, puisque seuls ceux qui avaient 1,4 SMIC, moins de 1,4 SMIC, ont bénéficié de ces 200 €. Tous les autres, aussi bien ceux qui étaient dans la grande précarité, qui vivaient des minima sociaux, que les fonctionnaires ou les retraités ou les personnes âgées, les personnes handicapées, ceux-là n'en ont pas bénéficié. Et ça a créé, si vous voulez, une frustration dans la mesure où dans la représentation collective, la revendication visant à améliorer ses moyens financiers pour consommer n'est plus en lien avec la mobilisation de masse. Donc, on ne peut pas retenir ce cadre d'analyse relatif à l'aspect utilitariste. Actuellement, il y a une autre dimension mise en évidence par d'autres catégories de travaux et qui disent maintenant l'intérêt général, transversal, commun n'est plus un fait de mobilisation. Ce fait de mobilisation peut être idéologique. On le voit par exemple en disant le droit de chacun à disposer de son corps par rapport au vaccin. Il peut être catégoriel, c'est le cas. Chaque catégorie, en tout cas, chaque secteur de l'économie a ses agents et ces agents se mobilisent au regard d'une problématique sectorielle, même si est mis en avant la problématique du pass sanitaire. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, les agents des produits pétroliers. Dès lors qu'ils ont obtenu une rencontre avec leur direction le 25 novembre, on constate qu'ils ont suspendu la menace visant à ne pas ravitailler les stations. On voit qu'il en est de même en ce qui concerne le secteur de l'hôtellerie. Les agents, en même temps qu'ils avancent évidemment le refus de certains, en tout cas la liberté ou non de se vacciner, est mis en avant la convention collective du secteur de l'hôtellerie. On voit ensuite les enseignants se mobiliser de leur côté. Donc,
il y a, si vous voulez, une dynamique de revendication, mais qui n'a pas une logique transversale, mais qui est une logique sectorielle, voire corporatiste. À partir de ce moment-là, il est difficile qu'il puisse y avoir un très grand mouvement d'ensemble dans la mesure où un des critères qui serait le critère de transversalité qui existait en 2009 avec les 200 € n'existe pas à l'heure actuelle. Pourtant, 2009 ne s'était pas contenté de mettre en avant les 200 €. Il y a des problématiques sociétales, environnementales, la culture, l'éducation, y compris l'eau, où il y avait déjà des problématiques de poser. Et c'est vrai que les dirigeants du LKP à l'époque n'ont pas mis suffisamment en avant ces éléments sociétaux et ont mis surtout en avant les grandes problématiques, en tout cas la grande problématique en lien avec les 200 €. Donc on comprend que depuis lors, un mouvement d'ensemble est difficilement envisageable, sauf s'il y a un fait qui, sur le plan affectif, c'est vrai, arrive à toucher la population. Et je reste persuadé que, par exemple, il y a des affrontements, il y a des échauffourées, mais si la situation dérape, c'est vrai que sur le plan affectif, au moment où il y a un contexte de tension difficile, ça peut déraper vers un certain nombre, en tout cas, de dispositions qui ne sont pas compatibles les unes par rapport aux autres. Donc, un mouvement de très grande ampleur qui réunirait des dizaines de milliers de personnes, pour ma part, je n'y crois pas. Maintenant, une capacité à pouvoir perturber un certain nombre de dispositions ou un certain nombre de matières qui relèvent de l'intérêt général, c'est par exemple le cas de la circulation, oui, je pense qu'on va vers une multiplication de ce genre de situation parce qu'il y a eu cette sectorisation des préoccupations en termes d'intérêt collectif et que cette sectorisation aboutira à ce qu'il puisse y avoir de manière ponctuelle et même si c'est éphémère, mais ce sera multiple sur tout le territoire, plusieurs dispositions, en tout cas plusieurs initiatives allant dans le sens de se faire entendre en s'attaquant directement soit à des institutions, soit à des éléments d'intérêt général. Donc, attendons la suite des événements, sachant que je pense qu'il s'agit là d'un début et qu'au premier semestre 2022, il y a de fortes chances qu'il y ait une accentuation de ces mouvements puisque le chômage aura certainement augmenté. Le bilan des entreprises est au 31 décembre. On ira vraisemblablement vers une 5e vague en ce qui concerne la Covid-19, puisque les taux d'incidence et de positivité commencent à remonter légèrement, même si nous sommes encore dans les normes. Et vraisemblablement qu'en 2022, il faut s'attendre à ce qu'il y ait également des perturbations. Jusqu'à 400 personnes étaient mobilisées lundi devant le CHU. C'est ce que vous appelez une mobilisation faible pour... Mais elle est faible parce que le CHU, c'est un peu c'est près de 3000 agents. Mais il ne faut pas voir ces 400 agents, il faut voir que dans un service, lorsqu'il manque 20% des effectifs, le service se trouve quasiment paralysé. Ce qui veut dire que ça traduit bien l'analyse sectorielle en disant ce secteur effectivement s'est mobilisé, il s'est mobilisé devant son outil de travail, mais c'est vrai que par rapport à l'ensemble de la population, comme par exemple en 2009, il y avait, à l'exception des urgences minimales qui étaient assurées, il y avait quasiment la moitié des effectifs hospitaliers qui défilaient dans les rues. Entendu. Je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. La question de la santé fait débat en Guadeloupe depuis de nombreuses années, ainsi que les compétences en matière de santé de nos élus. On voit ça dans quelques instants. Georges Calixte, quelle est la portée et quelles sont les listes des compétences de nos élus en matière de santé en Guadeloupe? Que peut-on vraiment attendre de leur part à ce sujet? Le débat est d'actualité puisque l'Association des maires a signé avec l'Alliance nationale Guadeloupe un communiqué commun dans lequel il demande au préfet de renforcer les mesures permettant à ceux qui viennent de l'extérieur d'accéder au territoire guadeloupéen, en particulier de ne pas se contenter de la vaccination, mais également d'y ajouter un test PCR avant
et voire même 48 heures après l'arrivée sur le territoire guadeloupéen. En fait, c'est la récurrence de la corrélation entre le brassage important à la Guadeloupe et l'émergence de vagues successives qui amènent effectivement aussi bien l'association des maires que l'ANG à appliquer le principe de précaution. Cependant, quand on fait l'analyse de la décentralisation, on constate que les lois de janvier 1982 et celles de juillet 1982 qui ont réparti les compétences ont laissé une part très importante de ces compétences à l'État. La santé est actuellement une compétence de l'État, en grande partie du moins. D'ailleurs, le service qui s'occupe de la santé s'appelle l'Agence régionale de santé pour la Guadeloupe, et cette Agence régionale de santé est tout simplement un service déconcentré de l'État. Cependant, la décentralisation a conféré des compétences en termes de logistique et voire même en termes de droit de regard. Alors, droit de regard parce que le département est responsable du social. La région est responsable de l'aménagement du territoire, donc doit intégrer dans les stratégies d'aménagement du territoire le fait que ce territoire puisse être bien couvert sous le plan de la couverture sanitaire. Les communes ont une compétence générale et particulièrement ont une compétence en matière d'immobilier d'entreprise qui leur permet de pouvoir, par exemple, faciliter l'implantation de personnel médical. Donc, au terme de la décentralisation, sur le plan du droit de regard et également sur le plan logistique, les élus ont un minimum d'initiative, en tout cas, ont la possibilité de pouvoir se manifester. Alors c'est vrai que par rapport à la Covid-19, nos élus ont quelque part été assez prudents, d'abord parce qu'il s'agissait d'un phénomène nouveau qui a surpris y compris l'État, mais ils ne pouvaient pas rester insensibles dans la mesure où la manière dont l'État a géré la crise est diversement appréciée. La preuve, c'est qu'on a même entendu le président Chalus, écoutez, pas plus tard que ce matin, en tout cas mercredi, dire, attention, que l'État n'a pas l'engagement qu'il aurait dû avoir concernant la Guadeloupe. Et c'est vrai que même si il y a des compétences qu'on peut parler en matière, par exemple, médico-sociale, même s'il y a des compétences parce qu'il existe des conseils locaux de santé mentale, même si c'est la compétence des élus de mettre en place la télémédecine, même si lorsque le gouvernement a demandé l'obligation du masque, il y a eu plusieurs initiatives où des masques ont été mis à disposition de la population. Il n'empêche que le préfet reste celui qui décide. Il est soumis à des lois. Regardez bien les incidences de la loi du 5 août 2021 portant obligation d'avoir le pass sanitaire pour certains personnels, en tout cas pour certains professionnels. Et c'est vrai que le préfet se retrouve contraint par la loi et par conséquent contraint les élus qui, eux, n'ont qu'un pouvoir tout simplement de logistique ou un pouvoir d'adapter ce qui a été décidé au niveau national dans la réalité territoriale locale. Et c'est là où il faut se poser la question, au moment où il est question de faire évoluer le cadre juridico-politique avec la fameuse loi 4D. Est-ce qu'on peut laisser la situation en matière de santé en statu quo avec cette répartition des compétences où l'État décide et les élus assurent la logistique, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller au-delà du droit de regard qu'ont les élus en leur donnant plus de moyens, en tout cas réglementaires, pour pouvoir, par exemple, décider que ceux qui rentrent à la Guadeloupe eh bien, doivent rentrer, mais avec des conditions beaucoup plus garantes de la santé en raison des répercussions ultérieures. Et c'est un débat qu'il va falloir engager, puisque parmi les différentes réflexions, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse de l'urbanisme, qu'il s'agisse de la fiscalité, celui de la santé fait partie des domaines, en tout cas des matières, excusez-moi, où il est souhaitable que les élus puissent avoir davantage de pouvoir
Et ce matin, j'entendais le responsable du SDIS dire, mais attention, quand on parle de domiciliation du pouvoir, voilà, dans le cadre de la gestion de la COVID-19, un bon exemple qui doit permettre de réfléchir sur de nouvelles compétences à attribuer à nos élus en matière de santé pour que les politiques de santé soient davantage en lien, en tout cas en phase avec les attentes de la population, mais bien évidemment davantage en phase avec les données scientifiques. Attendons voir ce qui se produira, puisqu'à un moment donné, il faudra bien faire une synthèse de cette situation sanitaire. Et de cette synthèse, eh bien, naîtront des évaluations, et de ces évaluations naîtront également des stratégies dans lesquelles il sera bien évident que les élus devront avoir un pouvoir réglementaire en matière de santé beaucoup plus important que celui qu'ils détiennent actuellement. Et à votre avis, est-ce que le gouvernement a bien géré cette crise sanitaire en ce qui concerne la Guadeloupe? Est-ce que la distance a été un problème pour le gouvernement? Est-ce que le gouvernement a su bien gérer cette crise sanitaire en Guadeloupe? Ce n'est pas la distance qui est un problème pour le gouvernement, c'est le cadre juridico-politique de la départementalisation qui amène ce qu'on appelle l'identité législative et où la loi du 5 août 2021 par exemple, pour prendre la dernière qui fait débat, a été appliquée ex abrupto. Il y a eu quelques petites adaptations, mais regardez bien, le préfet dit, ainsi que l'ARS dit au personnel hospitalier, il y a eu quelques aménagements, mais je ne peux pas m'écarter de la loi. Il en est de même de la rectrice qui dit, écoutez, on verra les choses au cas par cas, mais que cependant, je suis contraint par la loi. Donc, si vous voulez, il y a ce cadre juridico-politique qui impose, et le fait d'imposer aux représentants de l'État amène qu'il y ait une imposition également au niveau des élus. Et je pense que s'il y a eu des décalages, en plus de la maladresse de communication qui est intervenue au départ, puisque j'ai parlé de faits générateurs qui amènent la mobilisation, mais nous avons des croyances. Nous avons un certain nombre de référentiels. Il ne fallait pas critiquer ces croyances, il fallait au contraire instaurer ces croyances comme complémentaires du système vaccinal, ce qui n'a pas été le cas et qui entraîne une réticence au point qu'actuellement, je rappelle que moins de la moitié de la population de la Guadeloupe, entre 47%, n'a reçu qu'une première dose, ce qui est un des taux de vaccination les plus faibles de l'Hexagone. Mais ça s'explique, il ne faut pas croire que la conséquence est d'elle-même. Il y a une cause qui d'abord a été une maladresse de communication. Bien, je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine. La COP26, ce congrès international sur le climat, s'est achevé samedi à Glasgow. Nous faisons le point ensemble dans un instant. 197 pays ont renouvelé leurs promesses en termes de réduction des gaz à effet de serre lors de la COP26, mais la température globale devrait augmenter d'ici à la fin du siècle de presque 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, un échec cuisant pour certains climatologues. Quelles peuvent être les conséquences du réchauffement climatique sur la Guadeloupe ? D'abord, de manière globale, l'Organisation météorologique mondiale a estimé qu'entre 1970 et 2019, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5. D'autre part, il y a, c'est vrai, entre les scientifiques des divergences d'appréciation, puisque les théories qui, à l'heure actuelle, permettent d'évaluer l'incidence du climat sur les phénomènes naturels sont des théories qu'on appelle probabilistes. C'est-à-dire que, par exemple, on va isoler un facteur, le méthane ou le gaz carbonique, et les théories probabilistes diront quelle est la probabilité que ce facteur ait pu influencer tel phénomène qui s'est produit. Et c'est vrai que dans la communauté scientifique, entre ceux qui prônent une évolution normale de la Terre et ceux qui prônent ce qu'on appelle l'anthropisation, c'est-à-dire le fait que l'homme soit intervenu des phénomènes anthropiques. L'homme intervient et par conséquent dérègle le climat. Il n'y a pas toujours de convergence. Ça, c'était sur le plan théorique. Par contre, ce qui fait consensus, c'est qu'il y a un constat général d'une dégradation
des conditions de vie de l'homme et qui ne peut pas échapper à la Guadeloupe. Quand nous étions jeunes dans les années 70, on prend cette année comme référence, mais nous allions tous sur les plages et il y avait plusieurs dizaines de mètres linéaires qui ont disparu tout simplement avec la montée des eaux. Et qui dit montée des eaux dit érosion. Nous avions davantage d'îlets, ces îlets ont quasiment disparu simplement en raison de la montée des eaux. Il y a une exploitation importante de la pêche, mais une grande partie de la diminution de la ressource halieutique est la conséquence du blanchiment de nos coraux. Il y a eu également une déforestation importante liée à la monoculture de la canne. Tout ça pour dire que la Guadeloupe n'est pas du tout à l'abri de ces phénomènes naturels. Et rappelez-vous qu'en 2017, un ouragan qui fait référence, l'ouragan Maria, en l'espace de 6 heures a pris 3 classes. Il est passé de classe 2 à classe 5 en passant sur la Dominique. Ça veut dire qu'il y aura moins de phénomènes climatiques, par exemple, importants, mais ils seront de plus en plus violents. Et la Guadeloupe, incontestablement, est menacée sur ces aspects-là. Autre aspect sur lequel je voulais insister, la conférence, la COP26, c'est que les pays en voie de développement et les plus pauvres estiment que leur situation environnementale est la conséquence des négligences des pays développés. Et ils demandent 100 milliards, c'est ce qui a été avancé, de dédommagement au titre du préjudice subi à cause de l'inconscience des grandes puissances. À la Guadeloupe, nous sommes directement concernés. Regardez la grande problématique des sargasses. Des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés par les collectivités pour pouvoir assurer le ramassage des sargasses. Et l'État dit, attention, compte tenu que le maire a compétence dans les 300 mètres par rapport au rivage, ces échouements relèvent plus de la gestion des déchets que relèvent effectivement d'une catastrophe naturelle, même si les choses sont en train d'évoluer. Donc, Capesterre de Marie-Galante, par exemple, c'est 400 à 500 000 euros par an, uniquement pour le ramassage des sargasses. Mais ça veut dire que c'est quasiment entre 15 et 18% des crédits disponible, en tout cas de la masse, la masse de fonctionnement qui est utilisée pour les sargasses. Donc on est en plein dans cette problématique et c'est vrai que la Guadeloupe, on voit bien qu'il y a un changement qui est perceptible au-delà des approches probabilistes de manière naturelle. Je n'ai jamais vu un mois de novembre aussi sec. Pas une goutte de pluie au niveau de la Toussaint. Et dans beaucoup d'îles avoisinant la Guadeloupe, c'est l'une des premières fois où on interrogeait les municipalités. Certains maires vous disent, mais je dois délivrer des bons pour que les pompiers puissent aller remplir les citernes des administrés, alors que nous sommes en plein hivernage au mois de novembre. Donc on est quand même dans une situation particulière et c'est vrai que la qualité environnementale de la Guadeloupe est fortement liée aux conséquences climatiques et c'est vrai que si il y a une augmentation de 2,5 à 3% de la température d'ici à la fin du siècle, 1 mètre du niveau de la mer supplémentaire. 1 mètre, ça veut dire que les routes que vous voyez passer en bord de mer seront de toute façon submergées, il faudra les faire passer à l'intérieur des terres. Beaucoup d'habitations du bord de mer connaîtront la même conséquence et nous, qui vantons nos plages par rapport à l'aspect touristique, l'enrochement ne suffira plus et le phénomène d'érosion fera que la Guadeloupe perdra quasiment toutes ses côtes sablonneuses. Et donc notre économie, qui en partie s'appuie sur le tourisme, risque d'être en difficulté, sans compter les catastrophes naturelles. Par exemple, les melonniers estiment que s'il n'y a pas de pluie dans les 2 mois à venir, la récolte du melon, qui, lorsqu'elle va rentrer dans la période du carême, ne sera plus efficiente. Donc le réchauffement climatique a beaucoup de conséquences sur l'avenir de la Guadeloupe et je reste persuadé que les 2,5 millions mis en place par l'État dans le cadre du projet de budget 2022 sont très nettement insuffisants
par rapport aux dépenses des collectivités territoriales. Et il faut reconnaître que s'il y a cet équilibre et que les pays en voie de développement doivent être en tout cas indemnisés par rapport à la situation dans laquelle elles ont été placées par le fait des grandes puissances, un effort particulier doit être fait sur le plan financier concernant la Guadeloupe. Et est-ce que, à votre avis, le gouvernement ou les élus locaux ont pris conscience de toutes ces difficultés qui peuvent attendre la Guadeloupe en ce qui concerne ce réchauffement climatique? Ils ont pris conscience dans la mesure où, par exemple, la région a mis en place un plan sur les énergies renouvelables pour progresser dans l'autosuffisance énergétique d'ici 2030. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, mais il n'empêche que vu le nombre de matières, à savoir maritimes, terrestres, agricoles, il faudrait d'un plan d'ensemble et jusqu'à présent malheureusement ce plan d'ensemble n'a pas encore trouvé un consensus solide. Bien, merci Georges pour votre analyse pertinente. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.